Bonjour et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal, les titres de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a quitté ce matin la capitale pour se rendre en Éthiopie pour l'inauguration du projet de développement. Dans l'actualité internationale, les attaques israéliennes ravagent l'agriculture palestinienne en Cisjordanie occupée. C'était les titres. Place au développement de ce journal. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a quitté la capitale ce matin pour se rendre en Éthiopie sur invitation du Premier ministre Abiy Ahmed. Il prendra part dans cette même journée à l'inauguration d'un important complexe touristique à Jigjiga. Le complexe touristique qui sera inauguré porte le nom de Jebel Resort. Il est érigé sur une superficie de 385 hectares. Il est doté d'une gamme variée d'hébergements, dont des hôtels, des bungalows, des résidences, des appartements meublés. Il offre également toute autre prestation de services indispensables aux vacanciers, dont une multitude de restaurants, brasseries. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est convié à l'inauguration du nouvel complexe touristique de Jigjiga au titre d'illustre invité de marque. Dans le reste de l'actualité, le général d'armée aérienne Fabien Mandon, chef d'état-major des armées françaises en visite à Djibouti, était accompagné de l'ambassadeur de France à Djibouti, Jérôme Bresson, ainsi que d'une importante délégation militaire. Il a été reçu à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma Hassan par le ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed, ainsi que par le chef d'état-major général des armées, le général de corps armé Zakaria Cheikh Ibrahim. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du traité de coopération en matière de défense renouvelé en 2024 par les deux chefs d'État, le président Guelleh et le président Macron, illustrant la solidité de la continuité également et la profondeur du partenariat stratégique entre les deux nations.
Et après l'arrivée à l'hôtel des officiers, les mesures protocolaires placent cette fois aux interventions, dont celle du général d'armée aérienne Fabien Mandon, chef d'état-major des armées françaises. Monsieur le ministre, mon général, chers amis, je tiens à vous remercier de votre accueil et de vos mots et des signes d'amitié, puisque je porte les armées françaises depuis quelques mois et je sais que c'est le signe d'une amitié profonde, historique, entre la République de Djibouti et la République française. Je suis venu aujourd'hui parce que il est important de montrer cette amitié. Il est important de la faire vivre par des éléments pratiques, concrets. Et je voulais aujourd'hui vous dire que nous traversons tous, mais Djibouti en particulier par sa position stratégique, au carrefour de continents, de commerce, de peuples, vous êtes dans cette instabilité dont nous souffrons tous et de cette compétition de puissance qui s'exerce et de puissance qui aujourd'hui veulent se réaffirmer par la force, ne voulant pas forcément suivre la voie de la diplomatie, alors que Djibouti montre sa connaissance et la force de sa diplomatie dans la région. Malheureusement, si la diplomatie ne permet pas de résoudre les crises, il faut se tenir prêt, nous militaires, à aider nos États à résoudre ces problèmes. Donc je suis venu vous dire que vous pouviez compter sur la France. Vous pouvez compter sur la France, vous pouvez compter sur les armées françaises. C'est pas que des mots, c'est des choses très pratiques. Il est important, et je vous remercie pour la dynamique qui est mise sur les 5 groupes de travail de déclinaison du traité. Je suis satisfait de voir que les choses avancent. Et je suis heureux de pouvoir recevoir en France, à l'école militaire, un officier qui pourra suivre le cours de l'école de guerre. Là aussi, la force de notre relation, ce sont les hommes et les femmes qui la vivent. Et c'est dans mes équipes, beaucoup de gens sont passés par Djibouti, beaucoup de gens ont développé des liens humains forts, ont participé à des exercices ensemble, ont préparé des réactions à des menaces ensemble. Et j'insiste beaucoup sur ce point, nos armées doivent coopérer. C'est le lien humain qui fait la force de notre défense. Et je suis honoré de votre accueil et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Le ministre de la Défense, M. Hassan Omar, a également pris la parole à cette occasion. Nous l'écoutons. Permettez-moi, avant toute chose, de souhaiter la bienvenue à Djibouti, terre d'échange et de rencontres, à vous, ainsi qu'à l'ensemble de la délégation. Votre venue à Djibouti témoigne de l'engagement constant et de l'importance accordée au renforcement de la coopération entre nos deux armées. Je tiens également à vous adresser mes félicitations sincères pour votre nomination au poste de chef d'état-major général des armées françaises, en vous souhaitant plein succès dans l'accomplissement de cette haute responsabilité. Il convient de souligner que la coopération militaire entre nos deux pays ne date pas d'aujourd'hui. Elle s'inscrit dans une relation ancienne, fondée sur la confiance mutuelle, le respect réciproque et la convergence de nos intérêts stratégiques. Dans ce cadre, depuis le renouvellement du traité de coopération en matière de défense, la coopération militaire a connu une évolution notable. Les groupes de travail conjointement mis en place
dans le cadre de la mise en œuvre de ces traités, ont tenu des réunions techniques et opérationnelles au cours desquelles ont été définis les axes de coopération prioritaires ainsi que les modalités de mise en œuvre. À la suite de ces travaux, le comité de suivi a permis d'évaluer les progrès réalisés et d'orienter les efforts communs. Aujourd'hui, cette dynamique positive nous conduit à l'introduction du comité stratégique militaire, instance de haut niveau appelée à donner une impulsion nouvelle à la coopération et en définir les orientations majeures et en assurer la pérennité. Et la cérémonie s'est conclue par un temps fort symbolique, celui de la remise de la décoration de commandeur de la Grande Étoile de la République de Djibouti au général d'armée aérienne Fabien Mandon, distinction honorifique remise par le général de corps armé Zakaria Cher Ibrahim en reconnaissance de son engagement en faveur du renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. La visite s'est achevée également par un échange de présents et une photo de famille venant immortaliser ce moment marquant des relations de défense entre Djibouti et la France. Et nous allons à Riyad, en Arabie Saoudite, où le ministre du Travail, M. Omar Abdi Saïd, accompagné de Diaïdine Saïd Bamakhrama, ambassadeur de la République de Djibouti à Riyad, ainsi que d'une importante délégation composée de hauts cadres de son département ministériel, a pris part aux travaux de la Global Labour Market Conference qui s'est tenue du 26 au 27 janvier 2026. Cette rencontre internationale de haut niveau a réuni plus de 40 ministres du travail, des responsables gouvernementaux, de représentants d'organisations internationales, notamment l'Organisation internationale du travail, l'OIT, l'Organisation arabe du travail, l'OAT, ainsi que des acteurs du secteur privé, des partenaires sociaux. Les échanges ont porté sur les transformations profondes du marché du travail, les enjeux liés à l'évolution des compétences, à la mobilité de la main-d'œuvre et à l'adaptation des politiques publiques face aux mutations économiques mondiales. Et à cette occasion, le ministre du Travail a prononcé un discours dans lequel il a exposé la vision de la République de Djibouti en matière de gouvernance de marché du travail, de renforcement du dialogue social et de coopération internationale. Et dans notre magazine de ce 15h, nous allons parler des faits néfastes du changement climatique, notamment face à l'intensification de ces effets du changement climatique. Djibouti déploie des réponses concrètes sur les zones du territoire les plus exposées, dont par exemple la région de Dikil, avec le bassin versant de Cheketou, est aujourd'hui au cœur d'un programme structurant de résilience gouvernementale et sociale. Regardez. Nous sommes à Chekaiti. Situé dans la région de Dikil, au sud-ouest de Djibouti, le bassin versant de Chekaiti s'étend au cœur de l'un des plus vastes bassins versants du pays. Un territoire de plusieurs dizaines de milliers d'hectares façonné par les vents, les wadis et de vastes plaines pastorales.
Ici vit une population essentiellement pastorale, attachée depuis des générations à l'élevage comme principal mode de subsistance. Les communautés locales vivent au rythme de l'eau, des saisons et des déplacements du bétail. Une eau devenue aujourd'hui de plus en plus rare. Car la terre se fragilise, les sécheresses se multiplient et les pâturages s'amenuisent. Le changement climatique frappe durement cette partie du pays, bouleversant les équilibres naturels et menaçant directement les moyens de subsistance des populations rurales. C'est dans ce contexte de vulnérabilité croissante que s'inscrit notre reportage. Pour répondre à cette crise silencieuse, le gouvernement djiboutien, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, a lancé en 2021 un programme ambitieux d'adaptation au changement climatique. Ce programme, intitulé « Gestion durable des ressources en eau, des pâturages et des périmètres agropastoraux dans le bassin versant de l'oued de Cheikh Haïti à Djibouti » est financé par le Fonds pour l'environnement mondial et mis en œuvre par le ministère de l'Environnement avec l'appui technique du Programme des Nations Unies pour le développement. Une dizaine de puits ont été réhabilités. Un forage profond a été réalisé à Abhaïtou et plusieurs retenues d'eau ont été aménagées. Des centaines d'ouvrages anti-érosifs et de conservation des eaux et des sols ont été construits. 32 parcelles agro-pastorales ont été mises en place. 28 jardins réhabilités, dont une quinzaine équipés de systèmes d'exor solaires, accompagnés d'actions de reboisement et de l'introduction de nouvelles techniques de gestion durable des pâturages. Au-delà des infrastructures, le projet a également doté les populations locales de connaissances essentielles sur les enjeux liés au changement climatique, en les formant à des pratiques adaptées pour renforcer leur résilience et mieux faire face aux effets de la sécheresse et de la dégradation des terres. Aujourd'hui, les éleveurs disposent de zones fourragères protégées, l'eau est mieux maîtrisée, l'agriculture reprend progressivement et les terres commencent petit à petit à retrouver leur vitalité. Un travail de longue haleine, mais déjà porteur de résultats concrets. Ce projet a renforcé la résilience des communautés du bassin versant de Cheikh Haïti face au changement climatique tout en répondant à leurs besoins urgents. L'accès à l'eau a été considérablement amélioré grâce à la réhabilitation et la construction de 14 infrastructures hydrauliques, dont un forage profond bénéficiant aux familles, éleveurs et agriculteurs. La mise en place de 32 parcelles agropastoraux et la mise en valeur de 28 jardins familiaux avec des techniques durables et des systèmes d'irrigation modernes a permis d'augmenter la productivité agricole et la sécurité alimentaire. Plus de 300 ouvrages de conservation des sols ont été réalisés et plus de 20 000 arbres plantés, contribuant à la lutte contre la désertification et à la préservation des écosystèmes. La participation active des femmes et des jeunes dans la gestion du bassin versant assure la durabilité des acquis. Ce projet est un véritable modèle de coopération, né de la volonté politique de notre président, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à la mobilisation de tous les acteurs institutionnels et des communautés locales. Il est l'illustration que des actions concrètes et collectives permettent de relever les défis environnementaux et climatiques. Pour le PNUD, principal partenaire technique du projet, le programme de résilience dans le bassin versant de Cheikh Haïti est un exemple concret de ce que la restauration des terres peut accomplir lorsque les communautés, l'État et les partenaires internationaux travaillent de concert. Au cours des 5 dernières années du projet, le projet Cheikh Haïti a démontré qu'il est possible de renforcer durablement la résilience des populations rurales tout en protégeant les ressources naturelles. En tant que PNUD, en veillant à ce que chaque action mise en œuvre s'inscrive dans une approche intégrée combinant l'accès à l'eau, le développement agropastoral, la restauration des écosystèmes et le renforcement des capacités locales. Une attention particulière a été accordée au respect des sauvegardes environnementales et sociales tout au long du cycle du projet, ainsi que le renforcement des mécanismes d'engagement et de réponse aux parties prenantes, conçus de manière culturellement appropriée et adaptée aux réalités locales. Mais au-delà des chiffres et des réalisations, ce projet prend tout son sens ici, à Cheikh Haïti, auprès de celles et ceux qui vivent au quotidien les effets du changement climatique. Éleveurs, agriculteurs, femmes, jeunes, ce sont eux les témoins directs des transformations en cours. Leurs paroles et leurs ressentis sont essentiels pour marquer l'impact réel du projet.
On vit mieux qu'avant depuis l'arrivée de ces projets. Nous avons bénéficié de nouveaux savoir-faire. Pour nos jardins, l'énergie solaire a été installée, alors qu'auparavant nous utilisions les gasoils. Tout ce qui est produit dans ces jardins est vendu à 10 kg et ce qui nous permet de gagner de l'argent. Le ministère de l'Environnement nous a apporté un projet très bénéfique. Ils ont réalisé la construction de 7 puits pour lutter contre le manque d'eau. Certains périmètres ont également été réhabilités, équipés de systèmes solaires. Voilà le résultat. Les jardins sont aujourd'hui bien garnis. Dans ce bassin versant, longtemps fragilisé par la sécheresse, l'espoir renaît peu à peu. L'eau revient, les terres se régénèrent et les familles retrouvent progressivement des moyens de subsistance durables. Un exemple qui montre que face aux défis climatiques, rien n'est jamais définitivement perdu et que l'action collective peut encore changer le destin d'un territoire. Également dans l'actualité, le siège du Conseil régional d'Ali-Sabieh a abrité un atelier d'information et de redevabilité citoyenne sur un audit populaire des points forts et faibles du plan de développement régional du quinquennat 2021-2025. Ce rassemblement s'avère être un moment fort de démocratie locale, de transparence, de dialogue direct entre les autorités et la population. Il a rassemblé notamment le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoïta, le président du conseil régional Sharmaki Hassan, la représentante permanente du programme des Nations Unies pour le développement à Djibouti, Alexandra Roca-Selvo, son adjoint Philippe, des conseillers régionaux, des fonctionnaires de l'État, les membres du milieu associatif, des jeunes, femmes actifs, des chefs coutumiers et des éminents ulama. Cette journée n'est pas une simple formalité, elle incarne une volonté politique claire, rendre compte des actions menées, expliquer les choix opérés, écouter les préoccupations des citoyens et renforcer la confiance entre gouvernants et gouvernés. Cette démarche est née d'un plan de développement régional concerté, reflétant également des aspirations exprimées par les habitants tout au long, dans tous les coins de la région. Ce plan repose sur 5 orientations majeures, à savoir le développement économique inclusif pour la croissance profite à tous, la préservation de l'environnement, la promotion de l'aménagement du territoire pour réduire les déséquilibres et rapprocher les services des citoyens, ainsi que l'amélioration de la gouvernance locale fondée sur la transparence, l'efficacité, la participation et donc des décisions socio-économiques qui seront prises par l'État. Reflet fidèle des aspirations exprimées par nos populations. Pour traduire ces orientations en actions concrètes, le Conseil régional n'a ménagé aucun effort. Nous avons activement mobilisé les partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux, convaincus que le développement régional est une œuvre collective. Mesdames et messieurs, la redevabilité est aussi de reconnaître que le travail est loin d'être achevé. C'est pourquoi une projection exhaustive des projets réalisés est en cours de finalisation et ceux de perspective. Et autre intervention que nous vous proposons de suivre, c'est celle de la représentante permanente du programme des Nations Unies pour le développement le PNUD à Djibouti, Madame Alexandra Roca-Selvo. Je tiens à remercier Monsieur le Préfet pour son leadership, Monsieur le Président du Conseil régional pour son engagement, ainsi que l'ensemble des députés de la région, des élus et des membres du Conseil régional, de l'accueillance région d'Ali-Sabieh que je visite pour la première fois. Monsieur le Président, l'exercice que vous menez aujourd'hui mérite d'être salué. Pourquoi? Présenter un bilan de redevabilité, ce n'est pas seulement revenir sur des activités, c'est un acte de gouvernance, c'est une manière directe de rendre compte aux citoyens, de clarifier les priorités et de renforcer la confiance à vos administrés en garantissant une allocation plus efficace des ressources publiques et une participation plus active des populations locales. Le PNUD est fier d'accompagner les autorités et les communautés d'Ali-Sabieh dans cet exercice aux côtés des partenaires locaux.
Le préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Banouta, a également pris la parole à cette occasion. Nous écoutons un extrait de son intervention. C'est que nous voyons aujourd'hui le bilan de redevabilité sur le plan de développement régional. Qu'est-ce que cela démontre? Cela démontre un engagement. Cela démontre une transparence. Cela démontre une volonté du président du conseil régional et de ses élus de se mettre devant la population et de dire par rapport au plan de développement régional, par rapport aux promesses, par rapport aux engagements, où ils en sont. Qu'est-ce qui a été réalisé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel est leur point de vue par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer? Donc, c'est un exercice auquel s'est engagé le conseil régional sous le leadership de son président qui a eu cette volonté et ce courage de se mettre devant sa communauté et d'inviter en même temps les partenaires, un des partenaires qui l'a accompagné dans la réalisation de ce plan de développement régional. Donc, en tant que représentant de l'État, je ne saurais que remercier toutes les équipes qui ont travaillé sur ça et je vous dis d'aller de l'avant. Nous sommes à vos côtés, nous sommes là ici au service de la population et je suis certain que les partenaires clés qui sont présents, même si la conjoncture économique au niveau international est difficile, donc c'est dans la difficulté qu'on pourrait encore tisser et renforcer nos liens et nos partenariats. Dans le cadre de la politique nationale en santé, le ministère de la Santé visant donc à renforcer l'accès équitable aux médicaments, mais aussi sur l'ensemble du territoire, une importante mission d'approvisionnement s'est déroulée jeudi 29 janvier dans la région d'Obok. À cette occasion, une équipe de la CAM s'est rendue au centre médico-hospitalier d'Obok. La délégation a été conduite par le directeur général de la CAM, accompagné du directeur des soins de base des hôpitaux régionaux. À leur arrivée, les autorités ont été chaleureusement accueillies par le médecin-chef par intérim du CMH d'Obok, Dr Mohamed Jilani Loubak, ainsi que par le personnel santé de l'établissement. La distribution des médicaments a concerné non seulement le CMH Obok, mais également les 6 postes de santé de la région. Cette opération s'est déroulée en présence du préfet de la région, M. Moussa Aden Migane, de Mme Aïcha Aboubakar, représentante du conseil régional, témoignant de l'engagement constant des autorités sanitaires et administratives locales. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la décentralisation de l'approvisionnement direct en médicaments au niveau des régions sanitaires. Elle vise également à améliorer durablement la disponibilité des médicaments, à réduire les ruptures de stock et à renforcer la qualité de prise en charge des populations, tant au niveau du centre hospitalier que dans chaque poste de santé de la région. Et pour plus de précision, nous vous proposons de suivre cette intervention du médecin-chef de la région sanitaire, Dr Mohamed Jilani Loubak. Nous souhaitons exprimer aujourd'hui notre gratitude à la CAM pour l'octroi de ce lot de médicaments au CMH d'Obok. Nous aimerions remercier le ministre de la Santé, son Excellence, Dr Ahmed Roblé, pour cette livraison. Nous souhaitons aussi dire à toute la population que ces médicaments seront dispatchés dans tous les postes de santé, les 6 postes de santé, ainsi qu'au CMH de Bok. Et ces médicaments seront utilisés de façon transparente et rationnelle. Merci beaucoup. Prennent la parole également à son tour le préfet de la région, M. Moussa Aden Migane, a indiqué, je le cite, « Ma présence ici aujourd'hui aux côtés des autorités du ministère de la Santé témoigne de l'importance que l'État accorde à la santé de nos populations rurales. Cette mission de distribution décentralisée est une réponse concrète face aux défis de l'équité territoriale, à l'acheminement également de produits de santé jusqu'au poste de santé de la région.
Il a salué également l'engagement de la CAM et du ministère qui permet à chaque habitant d'Obok, quel que soit son lieu de résidence, d'avoir accès à des soins de qualité et à des traitements disponibles. Lancement cette fois donc dans l'actualité internationale, nous allons parler des attaques israéliennes qui ravagent l'agriculture palestinienne en Cisjordanie occupée. Les attaques menées par l'armée israélienne et des colons ont gravement dévasté les secteurs agricoles palestiniens en Cisjordanie occupée, entraînant notamment la destruction de dizaines de milliers d'oliviers, piliers central de l'économie et de l'identité palestinienne. Les agriculteurs palestiniens font face à de lourdes pertes économiques et psychologiques alors que les dégâts subis dépassent les 100 millions de dollars pour la seule année 2025 selon les estimations officielles. Ces pertes comprennent la destruction de terres agricoles, l'arrachage d'arbres, la dégradation de la culture et la restriction d'accès aux champs réduisant considérablement la production agricole. Et c'est donc sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis.